une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio. Voici à la une, édition du jeudi 11 décembre. Bonjour, ici Claude-Sophie Hennekens en remplacement de Mathieu Bellumeur. Alors, vérité du jour, il faudrait être très malchanceux pour ne pas avoir un Noël blanc parce que, comme auraient dit les Gaulois, le ciel nous est tombé sur la tête. Et le ciel tombe aussi sur la tête du Parti libéral du Québec et sur celle de son chef, Pablo Rodriguez. On apprenait hier que l'Unité permanente anticorruption démarre une enquête criminelle après avoir validé certaines informations. L'UPAC ne donne pas plus de détails, mais pas mal tout le monde s'entend pour dire que ça doit être relié à la course à la direction du parti. En soi, c'est très embêtant pour une formation politique, mais ce l'est encore plus à un an des prochaines élections générales. Jean-Philippe Robillard va démêler tout ça avec nous tout à l'heure. Bonjour, collègues. Bonjour, madame. Julie Jasmine, toute pimpante comme d'habitude, en rose balai. J'ai dit ça ce matin, rose balai. C'est joli. C'est un rose doux. Oui, c'est un rose très Et c'est un rose chaud. Ça fait très lendemain de tempête. Tempête bordée. Il manque la tasse de chocolat chaud guimauve. Et le feu de foyer. Mais Aussi. ça, on pourrait arranger ça à la télé. Il y a des postes, là, il y a des Oui, c'est chaînes. vrai. Où il Un beau Il y a fond des d'écran. services. On va demander ça aux techniciens tout à l'heure. Donc, à la chronique culturelle tout à l'heure, des rollers d'herbieuses, j'invente le mot, le départ d'un photojournaliste admiré, Serge Fiori qui revient nous faire un petit coucou, puis Charlie Brown. Alors, ça promet. Ah, ça promet, c'est très chargé. Surtout que j'ai écouté un épisode de Serge Fiori, évidemment, sa voix, parce que sa musique continue de résonner dans nos têtes. Mais le contact humain qu'il avait avec les gens, et ce sont surtout des amis avec qui il a échangé. Donc, j'ai hâte de vous faire entendre ça. Ça s'appelle Chez Padré, Serge Fiori, parce qu'on le surnommait Padré. Nous aussi, on a hâte à tout à l'heure. Véronique Méran, avez-vous déjà des petits bilans pour nous, question d'alimenter les plaignards et d'injecter encore un peu plus de dopamine aux skieurs et aux planchistes déjà en transe ce matin? On n'a pas de bilan officiel, mais on a un bilan visuel. Ouais. Alors, c'est comme ça qu'on a statué ça. Au moins une quinzaine de centimètres de neige tombée. Je trouvais les chiffres assez modestes. J'ai vu des chiffres qui mentionnaient 7 à 17 heures hier soir. Je trouvais que c'était peu. On a pelleté 2 fois. Deux, trois, on a vu les traces de pneus dans la neige en quittant encore ce matin. Alors, je dirais que la fourchette, là, 15 à 20 jusqu'à cet après-midi, elle est bonne. On va continuer avec ça. Il y en a déjà une quinzaine au sol. Ça veut dire que 2 à 4 centimètres supplémentaires de plus aujourd'hui. C'est ce qu'on ajouterait là-dedans. Mais là, le problème, c'est que oui, les chutes de neige vont diminuer. Sauf que le vent, lui, s'est dit, je n'étais pas là, moi, hier. Alors, je vais arriver aujourd'hui. Donc, des vents d'ouest là, qui vont se lever. Vous allez voir ça un peu plus tard ce matin. 30, 60 km à l'heure. Donc, cet après-midi, ce soir, ça va être très venteux. Ce qui fait que, on a beau être au travail pour déneiger, on va rebalayer toute cette neige fraîche sur les chaussées. Donc, ça va être encore une journée de conditions hivernales. Les températures seront à la baisse aussi. On est autour de -4 au centre-ville ce matin. Ça varie entre -2 et -8. Là, si je regarde l'Estrie, la Nodière, Laurentide, Québec, l'Outaouais, on sera près de -10, -12 en fin de journée. Alors, température à la baisse, devenant venteux, il y aura de la poudrerie. Ça reste comme ça la nuit prochaine. Et demain, on aura des conditions de ciel variables pour Montréal, secteur de l'Outaouais aussi. On dit, variable ou nuageux avec éclaircies, mais il y aura encore de la neige vers Québec et l'Estrie. Ça va traîner encore un peu et ça reste venteux en journée. Les températures de jour, -4 à -6 demain. Alors, on n'est pas encore sorti de l'auberge, disons-le comme ça. L'air froid est bien rendu du côté de l'Abitibi, -16 ce matin. Le maximum, c'est -12 aujourd'hui. Les flocons cesseront tranquillement. L'Est du Québec, on est dedans. Les vents vont prendre de la force au cours de la journée. La neige continuera de tomber. 5 à 10 pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 10-15 vers le Bas-Saint-Laurent. On aura reçu 15-20 au total vers la Gaspésie. Il nous reste un 5 à 10 à tomber aujourd'hui. Même chose sur la Côte-Nord. Donc, il y a des avertissements qui sont en vigueur de ce côté. Venteux aussi. Poudrerie, là, au moins au cours de la nuit prochaine jusqu'à demain matin. En territoire ontarien, le retour au calme est là sur une bonne portion du territoire. Nuageux éclairci, ciel variable, -2, -5. Windsor, Toronto, -7
-7,9 sur la portion nord. Mais du côté d'Ottawa, on demeure dans la tourmente avec les averses résiduelles et les vents, la poudrerie aujourd'hui. On sera autour de -9 en fin d'après-midi. Nuageux du côté de Vancouver, pause dans les précipitations, 9 degrés aujourd'hui et le froid s'engouffre aussi dans les prairies. Mercure à la baisse, -20, -21 Edmonton, Calgary, -18 pour Regina, -11 à Winnipeg. Oui, il y aura des éclaircies, mais disons quelques jours de grand froid là, pour les prairies canadiennes. Alors, l'hiver, avant l'hiver, parce qu'officiellement, il sera là le 21 décembre. En plus. Mais ça va être votre journée d'être tête d'affiche, là, parce que non seulement la météo, je vous promets que sur les routes aussi, vous allez avoir probablement de l'action. C'est déjà commencé. Oui, hier. Ben, écoutez, vous êtes bonne, mais on compte Alors, sur bonne vous. journée à tous! Bonne journée! On se part maintenant. Bonjour, Olivier. Bonjour. On commence par le hockey féminin. Il y aura beaucoup à faire dans le camp canadien pour réussir à défendre le titre olympique à Milan. Parce que les Canadiennes ont joué déjà 3 matchs de cette série rivalité qui les oppose aux Américaines, une série de 4, et les Canadiennes ont perdu leurs 3 rencontres jusqu'à présent. Hier, ça a été une défaite cinglante de 10-4 face aux Américaines. On disait vouloir se reprendre après 2 premiers matchs où on avait accordé 10 buts. On avait marqué seulement 2. Donc, ça démontrait déjà un certain fossé entre les deux équipes. Et hier, ça s'est accentué. C'est Anne-Renée Desbiens qui a débuté la rencontre. Elle a quitté à mi-parcours de ce match, remplacée par Emrance Maschmeyer. Et ça n'a pas été vraiment plus simple pour l'une des 2 gardiennes. On est beaucoup en évaluation. Anne-Renée Desbiens qui avait passé son tour pour les 2 premiers matchs parce qu'on voulait évaluer justement des gardiennes en prévision des Jeux olympiques. Je ne sais pas quelle évaluation on a fait du match d'hier. J'ai l'impression qu'on gardera peut-être très peu de choses, en fait, de cette rencontre ou du travail des gardiennes de but. 4 buts marqués, mais 10 accordés. Donc là, ça témoigne peut-être aussi d'un travail à faire dans cette brigade défensive. Et pour Marie-Philippe Poulin, hier, ça a été un match émotivement difficile à vivre. On écoute la capitaine de l'équipe canadienne. Oui, c'est sûr, c'est frustrant. Tu représentes ton pays, tu show up ici, veux pas, c'est un petit peu désappointant pour nous tous. À la fin de la journée, je pense qu'il va prendre quelques heures aussi pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, individuellement, collectivement, puis aller de l'avant. Je pense qu'on a un gros match qui s'en vient samedi, pour être conscient de ça, alors ça va être super important. Et donc, cette série se terminera samedi, toujours à Edmonton. Donc, hier, le match avait lieu à Edmonton. Le match de samedi aussi s'y déroulera. Match qui est prévu à 21h. Mais déjà, donc, le titre de cette série rivalité a été donné aux Américaines de par ses 3 victoires déjà en 4 matchs. Donc, voilà, on sera là pour le plaisir, peut-être, et envoyer un certain message avant les Jeux olympiques. Oui, on se le souhaite et on leur souhaite aussi. On reste dans le hockey. Le Canadien traverse lui aussi une petite tempête et le rappel du gardien Jacob Fowler fait beaucoup jaser. Oui, depuis hier, parce que le Canadien de Montréal, est sur une séquence de 2 défaites, mais a connu plusieurs difficultés devant le filet depuis le début de la saison. C'est probablement le sujet qui est sur toutes les lèvres depuis le début de cette saison. Le travail de Samuel Montembeault, qui débutait comme gardien numéro 1, mais qui finalement a de la difficulté à arrêter ou à faire des arrêts de routine. Il a été beaucoup critiqué par les partisans. Et là, après la dernière défaite du Canadien, on a rappelé le jeune gardien Jacob Fowler, de 21 ans seulement, qui en est à ses tout débuts dans les rangs professionnels. Et plusieurs se demandaient, est-ce que c'est pas peut-être une décision ou une réaction d'un peu de panique, en fait, du Canadien de Montréal, de par les résultats difficiles, la série de défaites, mais aussi peut-être le recul du Canadien au classement. On sait que cette saison, c'est très, très, très serré au classement dans l'Est. Et là, on ne veut pas perdre des plumes ou trop de plumes trop rapidement en saison, alors qu'on avait très bien débuté chez le Canadien de Montréal. Et là, hier, Martin Saint-Louis a été questionné sur cette décision. On refuse chez le Canadien de Montréal de parler de panique, mais on sent quand même que les choses tournent au vinaigre peut-être en ce moment, et on lui a demandé justement cette décision de Jacob Fowler. Est-ce que c'est simplement en réaction des derniers matchs? Il semblerait que c'était déjà prévu. On écoute Martin Saint-Louis. Tu regardes la cédule de cette année, là, nos gardiens, ils pourraient être extraordinaires. Puis je suis sûr qu'il y aurait des poches dans la cédule de donner un départ à Fowler pour voir où c'est qui dans son développement. T'sais. Puis là, ça arrive à un moment où peut-être que tu regardes ça comme tu penses que nos gardiens ont de la misère, mais moi, je pense en général, c'est un petit peu plus aussi le manque de constance qu'on a en avant de nos goalers. Mais Fowler n'arrive pas ici comme un sauveur, là. On les aime, les sauveurs à Montréal. Il y en a eu dans le passé, surtout devant le filet du Canadien. On peut penser à Patrick Roy ou à Carey Price. Petite traduction là, dans l'extrait que je viens de vous faire jouer. Lorsqu'on parle de poche dans la cédule, c'est des moments creux ou des moments ou des fenêtres qui se seraient peut-être ouvertes pour amener Jacob Fowler et lui offrir peut-être quelques départs pour voir de quel bois il chauffe. Là, il arrive en pleine tempête. Reste à voir s'il sera devant le filet contre les Penguins de Pittsburgh. Ça aura lieu ce soir, ce match à 19h. Donc, on surveillera ça un peu plus tard aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Bonne journée.
Alors, c'est le moment de jeter un coup d'œil avec vous sur ce qui fait la une de quelques journaux ce matin. Allons d'abord dans le Journal de Montréal. Gros titre, enquête criminelle sur la course à la chefferie. On écrit que depuis le début de la crise, l'ex-ministre fédéral et chef du Parti libéral du Québec a surtout laissé entendre que les articles bien entendu, du Journal de Montréal, concernant son financement était un tissu de oui-dire peu fiable qui remettait en doute le travail des médias. Encore lundi, le parti avançait le terme sensationnalisme. Or, la confirmation d'une enquête de l'unité permanente anticorruption est une bombe et Pablo Rodriguez ne semble même pas en comprendre l'ampleur, selon le Journal de Montréal. On rappelle que lorsque le corps policier a commencé son enquête mâchurée concernant le financement du PLQ sous Jean Charest en 2014, l'ex-premier ministre n'était plus à la tête du parti. Or, cette fois, les révélations sensibles touchent le financement de la course du chef actuel. Il se retrouve dans une position de faiblesse, telle qu'on ne voit pas comment il pourrait assumer un leadership sur ses troupes et comment il pourrait avoir la légitimité nécessaire pour faire face à ses adversaires à l'approche des élections. S'il s'entête à s'accrocher, selon l'article du Journal de Montréal, il fera face à une pression insoutenable à l'interne. C'est déjà commencé. L'enquête de l'UPAC fait monter la pression sur Rodriguez. C'est aussi dans le Devoir. On y écrit que 2 ex-ministres libérales le pressent de réfléchir à son avenir. Il y a une lettre qui circule d'ailleurs dans les rangs libéraux pour réclamer sa démission. Selon Lucie Charlebois, on a perdu la confiance des Québécois avec lui. La bonne décision à prendre, d'après elle, c'est de quitter ses fonctions, de laisser les instances procéder pour qu'on passe à autre chose. Un peu moins direct, l'ex-ministre Christine Saint-Pierre a invité le chef libéral à penser sereinement à son avenir. Elle dit que c'est à lui de prendre cette décision-là, mais qu'elle pense qu'il devrait être rendu à une étape où il devrait réfléchir, regarder la situation pour les intérêts supérieurs du parti. Et selon les informations du Devoir, des militants et des ex-élus préparent une fronde. Ils chercheraient à réunir les membres pour organiser une nouvelle course. Les récents adversaires de M. Rodriguez à la direction, Carl Blackburn et Charles Milliard, seraient même sollicités. Toute cette affaire se retrouve également dans la presse plus et sur le site Internet de Radio-Canada, qui nous propose aussi 2 exclusivités, enfin plus ou moins en ce qui concerne le premier sujet. Québec promet-il aux industries de l'électricité qu'il n'a pas? Un article de Thomas Gerbet qui écrit « Le gouvernement Legault envisage l'octroi d'un total de 567 mégawatts pour de nouveaux projets industriels. Il s'agit notamment d'alimenter en électricité un méga centre de données de Google à Beauharnois, Montérégie, et un autre important projet d'aluminium vert de Rio Tinto au Saguenay-Lac-Saint-Jean cette fois. » Alors, ces révélations surviennent au moment où l'opposition s'interroge depuis plusieurs jours sur la capacité de Québec à accueillir de nouveaux projets industriels. Il ne reste plus de mégawatts, a même affirmé le Parti libéral, document à l'appui. Et puis, on a aussi un article sur les fermetures d'usines qui se multiplient dans l'industrie canadienne de l'automobile, visée par les tarifs douaniers de Donald Trump. On est allé voir quels sont les effets sur les communautés et les travailleurs touchés. C'est Christian Noël qui fait le bilan. Il rappelle que chez General Motors à Ingersoll, en Ontario, il y a 1200 postes qui sont perdus. À Stellantis, à Brampton, en Ontario, 3000. Packard à Sainte-Thérèse, au Québec, 300 nécessairement. Ça a un impact sur les communautés, sur les commerçants et évidemment tous les gens qui ont besoin de... Il faut que l'argent roule, comme on dit. Et je termine avec La Gazette, où, bien sûr, il est question de l'enquête de l'UPAC, mais beaucoup plus petit que dans les journaux francophones. Dans La Gazette, on revient en fait sur la menace des médecins de famille de quitter la province en raison du projet de loi 2 du gouvernement Legault qui modifie leur mode de rémunération. On dit que ça pourrait évidemment avoir des conséquences extrêmement graves. On s'en doute, on le sait. Alors voilà pour la revue de presse. Alors oui,
Oui, la crise qui frappe le Parti libéral du Québec continue de prendre l'ampleur. L'unité permanente anticorruption déclenche une enquête criminelle sur les allégations qui pèsent contre le parti. L'enquête porterait donc sur la course à la direction du PLQ qu'a remporté Pablo Rodriguez, ainsi que sur l'utilisation des fins partisanes de fonds réservés aux activités de l'Assemblée nationale. Jean-Philippe Robillard, l'étau, évidemment, là, se resserre sur le chef du PLQ. Oui, Claude-Sophie, son leadership est ébranlé, on peut dire, plus que jamais. C'est une nouvelle tuile pour lui, une nouvelle tuile également pour son parti. Il y en a même qui se demandent comment Pablo Rodriguez va pouvoir traverser cette nouvelle tempête, parce qu'il commence vraiment à y avoir des fissures au sein même du parti, dans sa base militante. Hier, il y a un militant qui a fait une sortie pour demander publiquement la démission du chef libéral. C'est Alexandre Tremblay-Michaud. C'est un militant du Parti libéral depuis 15 ans. Il a même déjà été président de l'Association libérale d'Outremont. On l'écoute. Il ne peut pas rester comme chef actuellement. J'ai plus confiance et je pense, pour parler à plusieurs de mes collègues, que c'est une minorité de militants du PLQ qui ont encore confiance en Pablo Rodriguez. Je crois qu'il devrait mettre les intérêts du parti et démissionner, avant les siens et démissionner. Il y a aussi des lettres et des pétitions qui circulent chez les libéraux pour qu'il démissionne. Il y a également l'ancien président et ministre du Parti libéral, Jean Damour, qui demande lui aussi à Pablo Rodriguez de partir pour le bien du parti. On l'écoute. Je pense qu'on est encore plus bas dans les sondages qu'on l'était au moment de l'arrivée de M. Rodriguez. Je pense qu'on a un problème. On a un sérieux problème et on doit le régler à sa source même. C'est malheureux qu'il en soit ainsi, mais moi, je pense qu'il doit, dans l'intérêt du parti, quitter, tout simplement. Donc, on le voit, beaucoup de pression sur le chef libéral. Il y a également Carl Blackburn. Ça, c'est un candidat qui a été défait lors de la course à la direction du parti où Pablo Rodriguez a gagné. Monsieur Blackburn qui demande lui aussi à son tour au chef libéral, non pas de démissionner, mais plutôt de réfléchir à son avenir. Je pense que M. Rodriguez, dans ce contexte, doit certainement se poser des bonnes questions. Il doit faire l'évaluation des dommages qui sont en train actuellement de faire mal au Parti libéral du Québec. Bon, ils ont beau dire, mais le chef libéral Pablo Rodriguez n'a pas l'intention, lui, de démissionner. Oui. Même si la pression est forte. D'ailleurs, hier soir, le chef libéral Pablo Rodriguez a écrit un message à ses militants, aux membres du parti, ce qu'il a dit, entre autres, hier, est qu'il n'avait pas l'intention de quitter son poste, qu'il allait même collaborer avec l'enquête des policiers. On l'écoute. J'ai été dûment élu par les membres. Je n'ai rien à me reprocher. Vous n'avez rien... Il n'y a rien ici que vous pouvez dire que j'ai fait de quoi que ce soit de mal. Ce que je veux, c'est qu'on aille au bout des choses, au niveau des allégations, que ce soit au niveau de l'UPAC, au niveau de l'enquête du parti, que lumière soit faite. Les députés de son caucus hier continuent de l'appuyer. Ils l'ont fait encore hier. Et évidemment, alors qu'on voit du côté de la base militante une certaine fissure, le caucus, lui, semble toujours se rallier derrière le chef libéral. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Rassembler des femmes pour faire du roller derby. Ça va être ça, tes travaux communautaires, puis c'est moi qui vais vous coacher. Julie Jasmine, une très bonne nouvelle pour le film québécois Les Furies. On parle déjà d'un succès au box-office. Oui, cette première comédie sportive féminine qui a franchi le cap des 500 000 $ en recettes. Alors, ce beau groupe de femmes combatives et irrévérencieuses qui se lancent dans le roller derby, on l'a bien entendu. Et ça va faire 2 semaines, Claude-Sophie, que le film est en salle. Il est toujours présenté dans 62 salles de cinéma au Québec et au Nouveau-Brunswick. Et donc, un très bon succès. Puis là, on va voir comment les choses vont se terminer en 2025. Mais déjà, parmi les films québécois qui se sont démarqués cette année, on pense à Menteuse, comédie qui est sortie cet été. Donc, ça signe que les comédies fonctionnent très, très bien auprès du public. Comédie de qualité, bien sûr. Puis, Ma belle-mère est une sorcière, 2 femmes en or et Fanny aussi, qui font partie du classement des films québécois qui ont connu de beaux succès cette année. On a appris hier la mort du réputé photoreporter Jacques Nadeau. Oui, son nom peut-être ne vous dit pas quelque chose, mais ses photos. Sûrement. Ça, là, c'est vraiment c'est un personnage iconique dans le photojournalisme au Québec. Triste nouvelle, bien sûr. 72 ans, il est mort des suites d'un cancer. Ce matin, dans les pages du Devoir, on lui rend hommage. Lui qui a passé 35 ans de sa carrière là. Il a collaboré aussi au Globe and Mail, au Toronto Star et même au New York Times. Et il avait travaillé également à la presse canadienne. Alors, je disais qu'il a marqué le photojournalisme
journalisme, bien sûr. Puis une de ces photos, je pense, dont peut-être les gens à la maison vont se souvenir, c'est René Lévesque, cigarette au bec. En train de jouer au billard. Exactement, à la fin Magnifique, des oui. années 70. Alors, et ça, c'est une parmi des milliers, bien sûr. Et la plupart de ses collègues ont envoyé que des fleurs à Serge Nadeau hier en disant c'est lui qui avait l'œil, un œil que personne n'avait, toujours le bon angle, toujours la bonne prise, quasiment coûte que coûte. Il disait regarde ton sujet, regarde-le encore. Tu vas trouver autre chose à photographier. Ouais, non, C'est incroyable. Oui. Hein? Alors voilà, Jacques Nadeau, photojournaliste qui est décédé à 72 ans et qui laisse une véritable empreinte dans le paysage médiatique québécois. Et là, vous piquez ma curiosité. Une série d'entrevues menée par Serge Fiori en 2021 est maintenant disponible sur Tout TV et Audio. Oui, exactement. Je le dis un peu plus tôt, ses œuvres continuent de nous habiter, mais le fait d'avoir accès à lui encore, à sa personnalité, lui qui est un curieux, qui est un généreux, ça donne évidemment des entretiens très intéressants. C'est-à-dire que ça s'appelle Chez Padré avec Serge Fiori. Je disais que c'était son surnom parce qu'on l'appelait comme ça, lui qui est sur des origines italiennes. En 2021, Serge Fiori a reçu chez lui, au Lac-Saint-Jean, 11 personnalités, des amis, des proches, et dont plusieurs d'entre eux ont témoigné à ses funérailles. Je pense à Normand Brathwaite, à Régis Labaume, à Michel Barrette aussi. Il y a beaucoup de gens du milieu artistique, notamment Anne Dorval, mais aussi Michel Côté. Michel Côté, c'est sa dernière entrevue publique. On va écouter un extrait. Les étoiles s'alignaient, puis j'avais cette espèce de, je sais pas moi, que les Janois ont, je pense. On n'a pas beaucoup de doutes. Non. C'est comme, j'ai décidé de faire ça, ça va marcher. C'est un inconscience conscient. Oui, ça va marcher. J'ai décidé de faire ça, puis c'est ça qui va arriver. Ouais. Ça, c'est innocent. C'est complètement innocent, parce que ça aurait pu cracher bien raide, là, je veux dire. Alors, ça donne une discussion entre amis, sans faux fuyant. Puis là, bien sûr, Michel Côté parlait de ses débuts de carrière, à quel point il était fonçant. Puis Serge Fiori intervient comme ça, tout bonnement. Donc, si jamais ça vous dit, ça s'écoute sur Ici Tout TV et ça s'entend sur audio. Il y a 5 épisodes disponibles. Il y en aura un peu plus tard, là, notamment la semaine prochaine, on va acheter un autre épisode, ou encore en janvier. Ça s'appelle Chez Padré avec Serge Fiori. Et puis, votre chanson de Noël du jour est tirée de Joyeux Noël, Charlie Brown. Oui, parce que cette semaine marque le 50e anniversaire de la toute première diffusion de ce petit film de Noël. Alors, le 9 décembre 1965, à la télé américaine, on a diffusé ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, imaginez-vous que les dirigeants de CBS trouvaient que ça ne faisait pas nécessairement l'unanimité lorsqu'ils ont écouté la première film pour la première fois. Trouvaient l'histoire un peu longuette. Trouvaient aussi que la trame sonore jazzée de Vince Guaraldi n'était pas nécessairement convaincue. Alors, imaginez-vous, 50 ans plus tard, c'est indémodable. Comme quoi, hein, la première écoute n'est pas toujours la bonne, ou l'écoute des experts n'est pas toujours la bonne. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Je vous en prie. Voilà, c'est tout pour cette édition de À la Une. Je vous souhaite de passer une très, très belle journée. À demain. Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio.